Autrefois, il n'y a pas si longtemps, le soleil brillait sur une étendue d'eau saumâtre et putride. Aujourd'hui, il brille sur un équipement de recherche solaire ultramoderne, l'un des tout derniers compléments à un centre international de recherche et d'enseignement parmi les plus avancés du genre au monde. L'Institut Weizmann des sciences. Une cité de la science sur 120 hectares. 2300 chercheurs, techniciens, étudiants diplômés et hommes de sciences d'Israël et du monde entier. Plus de 800 projets de recherche en cours dans 5 facultés. Un environnement idéal pour nourrir le talent et faire progresser la connaissance. En Israël, peut-être beaucoup plus que dans tout autre pays, la science a façonné l'avenir de la nation. L'Institut de recherche Daniel Ziv fut fondé 14 ans avant la création de l'État. En 1949, l'Institut Daniel Ziv agrandi et était réinauguré sur le nom d'Institut Weizmann, en l'honneur du chercheur et de l'homme d'État qui joua un rôle déterminant dans sa création. Le Dr Chaim Weizmann, premier président de l'Institut et de l'État d'Israël. La recherche à Weizmann embrasse l'ensemble de la science contemporaine. Chimie. De l'image par résonance magnétique pour la détection du cancer aux matériaux pour l'industrie moderne. Science de la vie. Chaque problème urgent de santé est examiné ici. Du cancer et du sida aux maladies cardiaques et parasitaires. Sciences mathématiques. À la pointe dans les études fondamentales, la technologie avancée est l'interface entre les mathématiques et la biologie. Physique. Les physiciens de l'Institut Weizmann contribuent au progrès des connaissances en microélectronique et laser et à la poursuite des fondations de base de l'univers. Le succès de la recherche à Weizmann repose dans une grande mesure sur les aptitudes uniques de son pool de chercheurs. Des hommes et des femmes d'origines diverses et doués de qualités exceptionnelles. À la pointe de la recherche dans la science et l'éducation. Unis dans leur attachement fervent à un but seul et unique. Un avenir plus lumineux et un monde meilleur pour Israël et l'humanité tout entière. Un conte absorbant. La pollution de l'eau n'est pas simplement un problème moderne. Certains scientifiques avancent l'idée que du plomb provenant des conduites d'eau et des ustensiles domestiques ont empoisonné la population romaine et amené le déclin et la chute du puissant empire. Aujourd'hui, nous savons avec certitude que l'eau du robinet que nous buvons est contaminée. En fait, le désir de pureté a créé un boom sans précédent de l'industrie des eaux en bouteille. En prise directe avec l'immédiat, des chercheurs en chimie organique de l'Institut ont mis au point une résine imprégnée d'un solvant spécial qui absorbe d'une manière spécifique certains métaux se trouvant dans l'eau. Ces résines agissent comme des filtres taillés sur mesure qui éliminent des ions particuliers par des moyens physiques plutôt que chimiques. Les particules minuscules d'une grande capacité d'absorption contiennent des composés résistants à l'eau qui peuvent être modifiés pour absorber un métal quelconque se trouvant dans une solution aqueuse. La méthode physique pour préparer des métaux solides possédant des groupes actifs capables d'éliminer les ions métalliques a plusieurs avantages. L'un des plus évidents est la facilité avec laquelle des groupes ayant des propriétés de liaison de métaux peuvent être chimiquement liés à de telles particules sans perte significative. Et le second avantage, bien sûr, est le fait que ces matériaux solides peuvent être utilisés aisément en colonne pour filtrer les ions métalliques de solutions aqueuses.
metal ions from water solutions. L'occasion s'est présentée tout récemment de tester la méthode de filtration de Weizmann sur le terrain à Cagliari, en Sardaigne. Dans cette lagune tranquille, le docteur Sando De Getto, un chimiste nucléaire italien, surveille régulièrement le succès d'un effort diversifié pour éliminer le mercure toxique. Ces déchets des usines chimiques des environs menacent l'industrie locale de la pêche. Pour expérimenter les résines mises au point par Weizmann, le docteur De Getto a proposé de tester leur efficacité dans l'extraction du mercure sur des échantillons prélevés régulièrement dans la lagune et aux abords de celle-ci. Sur les rives, le docteur De Getto prélève cette fois-ci un plus grand nombre d'échantillons de la boue polluée par le mercure provenant du fond dans le cadre d'une opération de nettoyage. Ces sédiments sont alors mélangés à l'eau de la lagune et aux résines de l'Institut Weizmann, taillées sur mesure, dans ce cas particulier, pour extraire jusqu'aux plus infimes quantités de mercure. De retour au labo du docteur De Getto, au Conseil national de la recherche à Padoue, les différents échantillons de la lagune sont préparés pour de nouvelles analyses. Les échantillons mélangés aux petites particules de Weizmann seront comparés à des échantillons non traités. Les instruments de ce laboratoire de chimie sont d'une sensibilité telle qu'ils peuvent détecter une molécule de mercure sur 10 milliards de molécules. Comme prévu, l'échantillon de sédiments de la lagune non filtré montre des niveaux élevés de mercure, alors que l'échantillon mélangé aux particules absorbantes n'en comporte aucune trace. La recherche israélo-italienne pourra bientôt être utile à des gens comme ceux-ci. Un accord de coopération sur 3 ans a été signé tout récemment pour poursuivre le raffinement de la technique de filtrage destinée à éliminer le mercure nuisible à la source, afin d'assurer à ses habitants une eau pure et une pêche saine qui ont subvenu à leurs besoins bien avant l'époque romaine. Briser la barrière du langage. Oh là là, désolé les gars. J'ai bien l'impression qu'on va retourner à la planche à dessin, de nouveau. Pour ces premiers pionniers de l'aviation, toucher ou manquer était la seule façon d'apprendre. Mais avec les avions modernes, les essais de ce genre sont hors de question. De nos jours, les simulateurs de vol sophistiqués qui peuvent créer des conditions réelles de vol poussent le pilote et l'appareil jusqu'aux limites extrêmes, sans aucun danger. Contrairement aux pilotes, il manque aux ingénieurs un instrument de simulation pour les systèmes de comportement. Même les diagrammes assistés par les ordinateurs les plus modernes ne reflètent pas les comportements et réactions en temps réel. Leurs systèmes sont si complexes que le cerveau humain ne peut en aucun cas prévoir toutes les ramifications. La traduction de la planification dans la réalité dynamique se heurte constamment à une barrière linguistique moderne. Cet écart dans les communications contemporaines a amené le mathématicien David Harel de l'Institut Weizmann à créer un langage graphique entièrement nouveau, appelé State Charts, qui est spécifiquement taillé pour répondre aux besoins courants de l'ingénierie. Lorsque vous êtes en présence d'un système très vaste et compliqué comportant des tas de pièces opérant ensemble et des tas de gens qui les ont conçues, nous avons un problème crucial de description du comportement. Le comportement étant plus crucial que la description de ce que le système doit être. Parce que si le système n'apparaît pas très approprié ou s'il est trop vaste, vous vous en rendrez bien compte plus tard. Mais s'il existe un problème quelconque lié à son comportement, vous risquez de ne pas vous en rendre compte avant une catastrophe. Il est donc très important de posséder des moyens rigoureux et bien définis pour décrire le comportement de tels systèmes. Le langage graphique de l'Institut Weizmann a maintenant été traduit en un nouveau logiciel appelé StateMate, qui aide les ingénieurs et les analystes de systèmes à tester la performance d'un système réactif en temps réel, au stade préliminaire des plans de construction et directement à partir des spécifications.
Le fonctionnement d'une machine à laver dans ses diverses opérations est une illustration très simplifiée de la manière dont le StateMate décrit en temps réel la réponse ininterrompue aux stimulations extérieures. StateMate a été utilisé pour la première fois en Israël. Des ingénieurs des industries aéronautiques d'Israël ont, dans un certain sens, initié le projet lorsqu'ils se sont adressés aux mathématiciens Harel de l'Institut Weizmann pour les aider à résoudre des problèmes urgents dans la construction de leur système hautement complexe d'électronique aérospatiale. Le logiciel conçu en Israël est utilisé de façon courante dans une variété d'importants projets allant de la planification de la prochaine génération de TGV en France au développement de nouveaux modèles d'avions aux États-Unis. Si la conception des systèmes aujourd'hui défie les limites de l'esprit, celle des systèmes de demain promet d'être encore plus complexe. De plus en plus, le langage graphique de l'Institut Weizmann semble s'avérer indispensable pour perfectionner les plans de construction et corriger les erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Un voyage de découverte. Les intrépides explorateurs des temps passés levaient l'ancre vers l'inconnu, s'embarquant dans de périlleuses aventures qui révélèrent de nouvelles terres et amenèrent la conquête de continents inconnus. Les explorations du XXe siècle plongent, elles aussi, dans des régions non cartographiées, au-delà des limites du microscope. Un voyage de découverte de ce genre a été lancé ici, à Cambridge, en Angleterre, dans les années 50, lorsque le professeur John Kendrew réussit pour la première fois à utiliser la technique appelée cristallographie des rayons X pour révéler la structure tridimensionnelle d'une protéine, une découverte qui lui valut peu après le prix Nobel. Les protéines et les acides nucléiques sont les deux espèces de molécules les plus intéressantes et les plus importantes que l'on trouve dans les organismes vivants. Les protéines sont des molécules très compliquées avec des milliers d'atomes. Et les biochimistes, bien entendu, veulent savoir comment les protéines fonctionnent, car ce sont elles qui gèrent les réactions dans les cellules vivantes. Plus de 30 ans après, la recherche de Sir John Kendrew est la source d'inspiration d'un projet initié par une équipe de l'Institut Weizmann des sciences qui s'est mise à la recherche d'une protéine cruciale, une enzyme appelée acétylcholinestérase qui est impliquée dans un grand nombre de désordres neurologiques et cérébraux. L'enquête commence dans la Méditerranée avec un poisson appelé la raie électrique, la torpille. Cette créature étrange est une excellente source d'acétylcholinestérase si difficile à obtenir. L'acétylcholinestérase remplit une fonction vitale dans notre corps. Les impulsions nerveuses sont transmises au travers de jonctions par l'intermédiaire d'une très petite molécule, l'acétylcholine. Afin de laisser le champ libre à de nouvelles impulsions, l'acétylcholinestérase entre en action et brise l'acétylcholine au rythme phénoménal de 20 000 molécules par seconde. L'acétylcholinestérase, extraite du poisson torpille, est soigneusement traitée en laboratoire. Dans un effort multidisciplinaire, une équipe dirigée par le neurobiologiste de Weizmann, Israel Zillman, a réussi à isoler et à purifier l'acétylcholinestérase à un degré exceptionnel, une tâche minutieuse et difficile. Ce matériau de haute pureté est alors cristallisé. Le cristal est maintenant prêt pour l'examen dans ce laboratoire de cristallographie au rayon X, un des mieux équipés du genre au monde. Le résultat final de l'analyse au rayon X dépend dans une grande mesure de la qualité du cristal d'acétylcholinestérase. Un cristal est précautionneusement monté au sommet de cette aiguille. La photographie électronique au rayon X produit un éventail de points appelé diagramme de diffraction, qui est une image codée de la structure de l'enzyme et sert de base à l'analyse consécutive. À ce stade, des ordinateurs super rapides entrent en jeu.
Joël Zussman, chimiste de structure dans l'Institut, et son équipe convertissent l'information codée en une carte de contour qui peu à peu va révéler la structure tridimensionnelle de l'enzyme entière. Comme pour les continents inconnus qui apparaissent aux yeux des explorateurs d'autrefois, ces cartographes modernes ont découvert une gorge étonnamment profonde au cœur de la molécule. Les hommes de science ont montré par la suite que cette cavité mène au site actif où l'acétylcholinestérase détruit l'acétylcholine, ce neurotransmetteur montré ici par un symbole en forme de Y. Les parois de la cavité fournissent de nombreux sites où des remèdes potentiels pour les désordres cervicaux et neurologiques peuvent s'attacher. Je pense que cela permettra de concevoir de nouveaux médicaments avec des structures similaires, mais non pas identiques à la molécule d'acétylcholine, et qui auront le pouvoir de régler la fonction du cerveau et de s'attaquer à ces maladies. Le jour où nous pourrons acheter en pharmacie une pilule contre l'oubli est encore loin. Mais la recherche à Weizmann ouvre la voie pour le développement de traitements basés sur l'inhibition de l'activité de l'acétylcholinestérase, permettant ainsi de pallier le manque d'acétylcholine qui caractérise la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies trop répandues. Traitement limité à l'objectif. La précision dans le sport n'est pas une question de vie ou de mort. La médecine moderne, par contre, exige un diagnostic précis et global. Lorsqu'une tumeur est détectée, par exemple, dans un sein, par mammographie ou tout autre moyen, une biopsie est nécessaire pour en déterminer la nature exacte. Si elle s'avère maligne, les médecins n'ont pas de moyens rapides et sûrs d'évaluer le succès de la thérapie choisie. Nous disposons de plusieurs bons traitements pour le cancer du sein, comme la chimiothérapie et le traitement aux hormones. Notre problème est que pour savoir si notre traitement est vraiment efficace, il faut parfois 2 à 3 mois pour nous en rendre compte, pour voir si ce que nous donnons est bien le bon traitement. L'époque de ces dangereux délais sera peut-être bientôt révolue. Une méthode rapide, sûre et non pénétrante pour suivre le traitement du cancer est actuellement à l'étude ici à l'Institut Weizmann en Israël. La chimiste Hadassah Degani et ses collègues sont engagés dans une recherche de pointe dans l'imagerie par résonance magnétique, un instrument de diagnostic révolutionnaire qui fournit des analyses détaillées sur l'état chimique des tissus dans un organisme vivant sans l'exposer aux radiations nuisibles. Dans la nature, un changement dans l'orientation ou la direction sous l'influence d'une force extérieure est un phénomène courant. L'imagerie par résonance magnétique fonctionne essentiellement en mesurant la vitesse à laquelle le noyau d'une molécule ou les électrons changent de direction. Sous l'influence d'un aimant puissant, l'intérieur des noyaux dans les cellules du corps s'aligne le long de l'axe du champ magnétique. Cette orientation peut être renversée en forçant les noyaux à absorber l'énergie de certaines ondes radio. Cette source est alors coupée. En mesurant la vitesse à laquelle les noyaux retournent à leur orientation originale, les scientifiques peuvent déterminer la nature de ces noyaux et celle du tissu qui les entoure. Dans une série d'expériences actuellement en cours dans cette nouvelle unité moderne d'imagerie par résonance magnétique de l'Institut, les chercheurs administrent des hormones ou des médicaments œstrogènes, comme le tamoxifène, aux cellules cancéreuses du sein et étudient l'effet de leur croissance ou de leur émission. La zone opaque, ici, est l'image donnée par le IRM d'une tumeur non traitée. Dès que le traitement anti-estérogène démarre, la tumeur commence à rapetisser. Le IRM a le pouvoir d'indiquer clairement qu'elle a virtuellement disparu. Ce pouvoir de l'appareil nous donne la possibilité de dire au patient si le traitement est positif ou négatif et de choisir le traitement le plus approprié au patient. Les méthodes que nous développons à l'Institut seront appliquées principalement au cancer du sein. Mais je voudrais souligner qu'elles sont d'une portée très générale et peuvent être appliquées à toutes sortes de cancers. Les oncologues de l'hôpital Hadassah d'Israël se préparent maintenant à confirmer par des tests cliniques les encourageants résultats de laboratoire obtenus par le professeur Degani, rapprochant ainsi le jour où les femmes, partout dans le monde, pourront espérer un traitement limité à la cible et une promesse certaine de retrouver une santé
resplendissante.